Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. J'avoue que les discussions en off ont déjà précédé l'émission en on. Avec notre invité ce matin, Mathias Pierre, du Comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques. Avec notre invité, on va très certainement parler du financement des partis politiques. On va aussi tenter de commenter l'actualité. Mathias Pierre, bonjour. Bienvenue à Métropole. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Wendell, et c'est toujours un plaisir d'être au studio de Métropole. Et je profite pour saluer les auditeurs, auditrices et téléspectatrices de Métropole. Et j'espère que ça va aller bien, quoi. Bon, vous l'avez bien dit, on espère. Alors, Mathias Pierre, quand on parle de partis politiques en Haïti, de quoi on veut parler? Bon, et quand on dit parti politique, il y a un... Et comme tu l'as dit tantôt, il y a un rejet, il y a une mauvaise compréhension aussi des partis politiques. Donc, moi, ce que j'ai dû faire après un certain temps, et surtout après les élections, c'est de comprendre l'importance des partis politiques en Haïti, et aussi d'essayer d'aller regarder l'histoire des partis politiques. Et il y a un ensemble de recherches, et il y a Sabine Maniga qui a écrit un livre sur les partis politiques. Il y a aussi IDEA qui a fait un travail assez intéressant avec le support du sociologue Laënec Bon, et le professeur Alain Gilles et d'autres sur la question des partis politiques. En fait, quand on parle de démocratie, le parti politique ou encore les partis politiques sont les piliers de la démocratie. Donc on ne peut pas parler de démocratie sans les partis politiques. En d'autres termes, pour renforcer la démocratie, il faut les partis politiques. Parce que de toute façon, pour aller aux élections, c'est à travers les partis politiques qu'on a. Même si la démocratie n'est pas toujours synonyme de parti politique. Même si la démocratie n'est pas synonyme de parti politique, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde l'histoire des partis politiques, il n'y a jamais eu d'effort réel fait pour renforcer les partis politiques. Je rappelle que les premiers partis politiques ont pris naissance en Haïti dans les années 1870, le Parti national, le Parti libéral, et ça a continué. Il y a eu des dictatures, il y a eu des problèmes, et on a vu par la suite des partis comme MOP, et un peu plus tard, dans les années 78, il y a eu le PDCH, le PSCH, etc. Mais il n'y a jamais eu réellement, et d'ailleurs, même Duvalier a utilisé le parti PUN pour gagner les élections, mais une fois élection gagnée, ça veut dire qu'on s'en démarque des partis politiques. De même que certains hommes politiques, une fois arrivés au pouvoir, tentent de mettre sur pied leur propre parti politique. Depuis quelque temps, c'est la logique haïtienne. Et il faut rappeler aussi que... Alors excusez-moi. Maintenant, nous partons d'une définition à l'haïtienne de parti politique. Donc, la définition classique d'un parti politique pourrait être perçue ou encore expliquée autrement. Non, un parti politique, c'est une institution. Comme on monte une entreprise avec un conseil d'administration, avec des responsables, avec des directeurs, avec des clients, un parti politique, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est une institution qui doit être renforcée. Et pour renforcer une institution, il faut de l'argent, il faut un statut, il faut des règles, il faut un local, il faut les moyens pour que cette institution puisse être renforcée. Et le grand problème en Haïti, c'est que... L'objectif d'une entreprise, par exemple, c'est de faire de l'argent. L'objectif du parti politique, c'est de prendre le pouvoir. C'est d'arriver au pouvoir. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, on attire, à travers le parti politique, on attire ses sympathisants. Et la logique devrait être que ces sympathisants contribuent pour le financement des partis politiques. C'est l'une des sources de financement des partis politiques. Et qu'est-ce qui explique qu'en Haïti, ça va se faire autrement? Non, parce que ce ne sont pas les clients qui vont contribuer, ce ne sont pas les partisans. La pauvreté. La pauvreté, celui qui est membre de parti politique, d'ailleurs, alors il faut comprendre aussi que la politique, on n'en parle pas en Haïti. Surtout après les 30 ans de Duvalier. On ne parle pas de la politique. La politique, c'est dangereux. La politique, écoute, donc il y a très peu de gens
qui s'affirment être membres de partis politiques aujourd'hui. Donc, et ces membres, c'est de la couche de la population les plus vulnérables. Donc, à partir de cela, et vous avez ces individus qui sont incapables réellement de contribuer ou pour donner leur cotisation des membres. Maintenant, donc, ce qui rend faibles les structures des partis politiques. Mais pourquoi certains partis politiques ou encore pourquoi des partis politiques n'ont pas toujours réussi à remporter les élections chez nous en Haïti? Moi, ce n'est pas... Depuis 1986, en fait, il y a eu toujours des mouvements politiques qui arrivent à remporter les élections. Et regardez le mouvement FNC, et qui a failli mettre Goug. Je suis bien content que vous disiez les mouvements. Les mouvements. Un mouvement reste un mouvement, mais un mouvement n'est pas un parti. Un mouvement n'est pas un parti, c'est parce que du point de vue structuration, les partis sont faibles. Donc, et la façon dont le pays est organisé, depuis quelque temps, on a eu des mouvements dans le temps, et le mouvement FNC, le mouvement FNCD, ou encore le regroupement ANDP avec et Bazin et autres, c'est ce type de mouvement qui arrive à canaliser les populations de toutes les couches et de toutes les strates par rapport à leur relation avec tel ou tel type d'organisation. Parce que le mouvement est en politique en quelque sorte, mais en confédération, si je peux m'exprimer ainsi, des organisations et des partis politiques. Donc ces mouvements ont permis FNC, FNCD ont permis de gagner les élections. Mais là, par la suite, là, vous êtes d'accord que ce sont des mouvements qui ont réussi à remporter les élections, mais non un parti politique, mais pas un parti politique. Parce que les partis étaient très faibles. Jusqu'à 1987-86, on a eu, je crois, un décret sur les partis politiques. On va attendre jusqu'en 2014 pour avoir la publication d'une loi sur les partis politiques. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas, du point de vue légal, comment faire pour structurer le parti politique. Donc, les règles n'étaient pas claires. Maintenant, on va voir, depuis quelque temps, et après le FNCD et autres, on va avoir des mouvements comme l'Espoir, et qui, en fait, c'est des mouvements qui arrivent à canaliser des groupes de partis politiques, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, depuis 1986, il y a aussi, en plus des partis politiques, il y a eu l'avènement des mouvements sociaux. Et les organisations de base, les organisations populaires qui ont un très grand rôle dans le système politique haïtien. Donc voilà en gros ce qui, je pense, arrive à canaliser le pouvoir, mais il faut regarder, si on, par exemple les élections de 2010, si on regarde les élections de 2015 et 2016, et le pays est presque organisé, et si j'utilise un terme du sénateur Sorel, c'est des caciques. Ça veut dire dans le nord, il y a un grand chef ou deux grands chefs qui partagent le département. Si vous faites alliance avec un ou l'autre, vous avez la chance de gagner le nord. Donc, ainsi... Êtes-vous en train de nous dire que même si on a de l'argent et on prétend remporter des élections, ce sera... Partage de pouvoir. Ça veut dire, moi, je suis le grand cacique de la grandance. Je n'ai pas d'argent pour gagner l'élection au niveau sénateur, au niveau député et autres. Tu vas, et tu veux être président, tu me donnes l'argent, et moi, je te donne le département. Et si vous regardez depuis quelque temps le mouvement et PHTK, ou encore le mouvement L'Espoir, le mouvement Unité, tous ces mouvements ont été la mise en commun d'un ensemble de leaders. Donc, vous avez par exemple l'Antibonite. On n'a pas à négliger Yuri Latortue dans le rôle Antibonite. Et il faut développer des stratégies. Et Yuri, si vous regardez, fait une alliance avec Gracia pour lui donner un petit peu des salines, etc. Donc, il faut des alliances entre des leaders forts. Et on ne peut pas négliger, par exemple, Willow Joseph dans le centre. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut ces grands caciques. Mais si le but des partis politiques, c'est de parvenir aux élections, ce qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir, en fait, et on doit d'abord penser mouvement, alliance ou autre. Pourquoi financer les partis politiques aujourd'hui? Mais c'est les partis politiques qui gagnent en fin de compte, parce que la loi reconnaît les partis politiques en termes organisationnels. Et c'est pourquoi, pour s'inscrire au CEP,
il faut un parti politique. Non, pas nécessairement. On peut se présenter aussi... comme indépendant, vous allez perdre les élections. On va perdre. N'ai pas vu... Non, mais on va perdre. On va perdre. Oui, comme indépendant... Oui, mais on peut s'inscrire. Oui, on peut s'inscrire comme indépendant. Et si j'ai beaucoup d'argent... Mais comme indépendant, en général, vous n'allez pas pouvoir canaliser l'énergie qu'il faut pour gagner les élections. Même si on a beaucoup d'argent? Je pense. Je pense. Bon, OK. Mais maintenant, dites-nous, est-ce que c'est pour renforcer les mouvements ou pour renforcer les partis politiques quand le gouvernement veut les financer? Bon, je pense que le gouvernement ne veut pas les financer. Il y a une loi. La loi a une histoire. Et cette histoire a commencé avec, je crois, la Convention des partis politiques, le Conseil national des partis politiques. Et il y a eu le sénateur Leblanc et la sénatrice Edmond Bozil qui ont joué un rôle assez important dans cette loi. Et qui est arrivée au Sénat de la République en 2012 sur la présidence d'Era et qui est arrivée en 2013 sous la présidence de Tolbert Alexis et qui a été publiée en janvier 2014. Donc il y a une loi dont l'objectif c'est d'institutionnaliser le monde politique. OK, maintenant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de mettre en application la loi qui a été votée, promulguée et ratifiée? Est-ce que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui? Simplement. Et la loi de 2014, et dans sa mise en place, on a dû analyser la loi pour regarder quelles sont les faiblesses, quels sont les problèmes, et comment arriver, comme c'est une première fois, pour mettre en application cette loi. Donc d'abord, on a regardé 3 questions. On a regardé la question du financement, qui est un volet de la loi. On a regardé la question de l'institutionnalisation des partis, donc comment le financement public, et certainement le financement public, parce que dans la loi aussi il y a le financement privé, et le financement public, l'institutionnalisation, et comme la loi dans son esprit récompense la performance électorale, donc on a aussi regardé en termes d'élection, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la loi électorale pour permettre de bonnes élections et de sorte que quand on va récompenser, à partir de la performance électorale que personne ne conteste. Donc on a regardé l'ensemble de ces 3 éléments et dans la première application de la loi, il y a 2 articles. Il y a l'article 37 qui donne et l'article 36-37 qui définissent un petit peu le financement et il y a aussi l'article 62 qui donne les dispositions transitoires qui parlent de la première application de la loi. Donc pourquoi un comité? Le comité c'était de regarder entre ces 2 articles-là l'article 36 qui parle de 1% des recettes, soit 900 millions de dollars de gouttes qui devraient être disponibles pour le financement des partis politiques. On n'a pas les 900 millions. 2, l'article 37 qui donne un ensemble de critères sur comment appliquer le financement. Et l'article 62 qui regarde un ensemble de critères. Parce que l'article 37 parle de l'élection qui a eu lieu en 2016, tandis que l'article 62 des dispositions transitoires parle des élections de 2006 qui devraient être prises en compte, les partis qui ont participé aux élections de 2006 et aux élections de 2011. Donc comment concilier l'ensemble des deux? Donc voilà ce qui était le travail de la commission pour essayer de répondre avec un ensemble de recommandations. On a 12 recommandations. Donc là, vous me parlez des balises, non? Pour éviter que les gens ne pensent que mettre un parti sur pied, ou encore créer un parti politique, ça va vous permettre d'obtenir de l'argent. Faux. Et d'ailleurs, premier critère pour bénéficier du financement, il faut, dans les élections de 2016, que le parti ait eu des élus. Et donc la première chose qu'on a dû faire... Maintenant, c'est peine perdue, si on comprend que le fait qu'on tente que vous parlez d'un parti politique, l'argent, et qu'on dit que vous mettez un petit parti pour pied pour capable participer. On m'a oublié ça. D'ailleurs, pas là. Et il y a 200 partis politiques à peu près. Il y a 160 partis politiques qui étaient participés et qui étaient agréés par le CEP. On a eu 128 partis politiques à recevoir des numéros et on a eu seulement 107 partis politiques à avoir inscrit des candidats aux élections et on a eu 55 partis politiques qui ont eu des élus. Pas des élus seulement au Parlement, parce qu'on a toujours tendance que la loi prend en compte les élus au Parlement, ça prend en compte les élus de toutes les élections. À savoir, on a eu, ça nous a permis de travailler avec le CEP pour avoir la liste de tous les élus. On a eu dans les dernières élections 6000 et quelques élus, et avec 14 partis politiques ont eu des élus au Sénat,
et les 30 sénateurs élus. 25 partis politiques ont eu des élus à la Chambre des députés, 77 élus. Et on a eu une trentaine de partis politiques avec 139 élus au niveau des municipalités et 55 partis politiques avec des élus au niveau des collectivités. Maintenant, comme les femmes sont prises en compte, alors 55 partis politiques avec au moins une femme élue et 57 partis politiques avec des élus dans les collectivités. Voilà la liste des 57 partis politiques si un parti qui vont bénéficier désigne des candidats ou encore envoie des candidats aux élections, mais aucun de ces candidats n'a réussi à remporter les élections. Ce parti n'est pas dans la liste. N'est pas dans la liste. Non, OK. En fait, sachant que certains partis quand même importants sur l'échiquier ont boudé les réunions qui allaient donc accoucher de ce résultat dont il est question ce matin à cet espace. Je vais parler de financement des partis politiques. Qu'adviendra-t-il de l'argent débloqué pour ces partis politiques? Je vais parler de Petite Dessalines et de famille Valas qui avait publiquement déclaré que ça ne les intéresse pas. C'est l'affaire d'argent, financement de partis politiques, ça ne les intéresse pas. Mais gardez la réponse, vous me le donnerez après la pause de Mathias Pierre. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mathias Pierre, du comité de suivi pour le financement, l'institutionnalisation des partis politiques, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et surtout de votre patience. Avec nous aujourd'hui, Mathias Pierre, l'ingénieur Mathias Pierre du comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques. Une question était pendante, était lancée avant la pause, Mathias Pierre. Nous sommes au courant, et c'est pratiquement public, la position de quelques partis politiques, Petite Dessalines et famille Valas, qui ont des élus à plusieurs niveaux, des différents postes électifs, en quelque sorte. Ils ont clairement annoncé leur intention de ne pas tenir compte de ce financement dont il est question aujourd'hui. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de cet argent. Et parce que c'est sous le gouvernement du PHTK que la décision ou encore la loi va être appliquée, apparemment. Donc, d'abord, cette information a fait écho aux oreilles de Mathias Pierre, qui quand même a la possibilité d'assurer le suivi du financement ou encore de la mise en application de cette loi. D'abord, vous avez entendu? Bon, j'ai entendu. Et moi, je parle à beaucoup de monde et j'ai parlé à plusieurs entités politiques. Et si j'étais de l'opposition, certainement j'allais avoir la même position. Donc, il faut dire que je comprends parfaitement. Et il y a eu en moyenne, je crois, 8 partis politiques qui n'ont pas participé aux discussions et qui sont effectivement la Valas et Petite Dessalines et Pont, et parmi ces partis politiques. Mais si on regarde les chiffres, et parce que moi, dans ce travail, j'ai dû faire un travail pour avoir les chiffres. Il y a eu 6844 élus dans les dernières élections. Et la Valas a 139 élus, un sénateur, 8 députés et 5 mairies et 10 cartels de Kazek. Et Petite Dessalines, un sénateur, 2 députés, 2 magistrats, 15 Kazek avec un total de 188 élus. Et si on devrait stopper un processus, vu que l'esprit de la loi, c'est récompenser la performance électorale, donc du point de vue performance électorale, ce n'est pas un argument pour stopper les discussions sur le financement des partis politiques. Au contraire, je pense qu'un parti devrait prendre les financements pour prouver qu'on a des structures, parce que beaucoup de partis ont perdu les élections parce qu'ils n'ont pas eu de structure permanente au niveau des départements, au niveau des sections communales, au niveau des communes. Et c'est le rôle. Chacun de ces partis aurait combien d'argent par mois? Et Petite Dessalines est qualifié pour 1,4 million de gouttes par mois, et la Valas est qualifié pour 2 millions de gouttes par mois. Et je crois que si je regarde ces chiffres, soit 27 millions, 24 millions pour la Valas et puis 17 millions par année pour Petite Dessalines.
Je pense que, bon, je ne vais pas regarder les notes que j'ai lues ou les discussions en privé que j'ai entendues, mais je pense qu'un parti devrait s'arranger pour recevoir le financement, qui est le financement public. Parce qu'en fait, la loi n'a rien à voir avec M. Jovenel Moïse comme président. C'est une première chose. Deux, le financement public qui vient des caisses de l'État et par rapport à une loi qui exige à peu près 900 millions, dont les 572 millions. Et dans ce rapport, il y a 250 millions de disponibles et on va avoir un budget rectificatif pour avoir la différence, et selon ce que le président nous a dit. Et je ne pense pas que ça devrait être un élément pour bloquer le processus. Moi, je crois que le processus mais j'ai l'impression que, avancer. peut-être je me trompe, comme moi pas tellement contre Cobb, mais apparemment ce serait beaucoup d'argent, non? Non, parler de 572 millions de gouttes. Et ça fait 8 millions de dollars. Et ça, on parle d'argent. Quand on parle politique, on parle de 2 millions de gouttes, on parle d'1 million de gouttes, on pense que c'est l'éternité. Et 1 million de gouttes, ça fait 15 000 $ américains. C'est pas beaucoup pour un parti politique qui va recevoir 1 million de gouttes. Okay. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer de cet argent? Moi, je ne pense pas que ça devrait être... Ces millions prévus pour les... C'est vrai que nous sommes dans un pays pauvre, mais il ne faut pas appauvrir le pays à plus mal. Parce que c'est pas... Moi, je pense qu'il faut travailler pour élargir. Ce n'est pas un discours que j'aime tenir et parlant d'argent. Bon, je ne vais pas rester sur les tours, je ne vais pas dire qu'on a pensé petit. Et parce que... Pas de mettre en dollars américains et puis après, c'est des montants ridicules, quand même, pour des structures. Oui, mais par rapport à des partis qui n'ont rien du tout. Bon, par rapport à des partis qui n'ont rien du tout, par exemple, certains partis vont pouvoir avoir des locaux et dans les départements. Moi, et c'est pourquoi d'ailleurs, ce que nous avons fait comme travail, nous avons demandé, et dans le rapport, en termes de recommandation, de recommander la création d'une institution, et c'est le CRIP, le Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques. Parce que aujourd'hui, il y a un flou. Il y a le ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle des partis politiques. Mais rien n'est défini. Donc, c'est ce qu'on a demandé. Et comme ça se fait, par exemple, pour le secteur privé, avec le CFI, qui est le Centre de facilitation des investissements, qui est une entité qui encadre les entrepreneurs dans le cadre de leur rapport avec l'État par rapport aux entreprises. Donc, on a demandé à l'État haïtien de faire la même chose, de créer le CRIP, le Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, CRIP, qui va avoir un rôle d'encadrement avec 4 entités, l'enregistrement pour avoir une base de données, pour pouvoir recevoir les enregistrements des partis politiques, les membres, et connecter au système de ONI pour s'assurer qu'un parti politique qui soumet un membre. Parce que si vous êtes membre d'un parti, vous ne pouvez pas être membre d'un autre parti politique. Donc, régler ces histoires. Aussi, un parti politique à qui j'ai donné de l'argent pour avoir un local, je dois pouvoir faire des visites pour s'assurer que le local est là, les locaux dans les départements. Donc, c'est cette entité qui aura la mission de veiller, voilà, de regarder, de surveiller. Pour élire les dirigeants, il faut des congrès statutaires. Les statuts des partis définissent et plus ou moins comment faire les congrès annuels, biannuels, semi-annuel ou quelque chose qui est défini dans le Donc c'est le COSFIP qui a fait ces recommandations. C'est le COSFIP qui a fait ces recommandations et on a demandé aussi que ces recommandations aillent dans l'amendement prochain et dans le prochain amendement de la loi. Ça veut dire qu'il faut une entité de renforcement et il faut aussi des recherches, publier des recherches sur les partis politiques. Les recherches qu'on a pu trouver récemment, c'est à partir de IDEA qu'on a pu trouver des données. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une entité de l'État à pouvoir informer la nation sur la situation des partis politiques. Je veux être membre d'un parti politique, je dois avoir des données sur ce parti politique. Parce que le type vient, il va vous dire, je suis fort dans tel département ou tel autre département. Quelles sont les données pour supporter tout ceci? Moi, j'ai découvert des choses extraordinaires à partir des données que j'ai pu trouver sur les dernières élections. Non seulement en termes de la population et qui a voté, mais aussi en fonction de la force des partis politiques. Aujourd'hui, si je vous demandez quels sont les partis les plus forts dans la grandance, je vous dis d'abord c'est Unité Patriotique et ensuite je vous dis Consortium. Le parti le plus fort dans la Tibonite, je vais vous dire AA. Vous me demandez dans le Nord, je vais vous dire le Nord est partagé entre PHTK et Bouclier. Vous me dites dans le centre, je vais vous dire, on a des données par rapport aux partis politiques. Mais qu'est-ce qui explique que les résultats, ou encore qu'est-ce qui explique que cette réflexion ou encore cette donnée-là ne soit pas reflétée
au niveau du Parlement, au niveau des différents postes électifs? Plus ou moins reflété au niveau du Parlement. C'est plus ou moins reflété, par exemple... Non, vous avez dit plus ou moins, quand on sait qu'au Parlement, par exemple, PHTK n'a pas la majorité dans les deux Non, au Parlement, PHTK... Parce que si vous parlez de force des partis... PHTK a 10 sénateurs et Oui. PHTK a 28 députés sur 117. Vérité a 3 sénateurs, 18 députés sur les 117. Ensuite, on a KID, qui a 9 députés et 3 sénateurs. On a OPL, et non négligeable. OPL a 9 députés, 1 sénateur, mais au niveau des collectivités, OPL a 54 et CASEC, par exemple. C'est pourquoi, par exemple, OPL avec troisième parti avec le plus grand nombre d'élus, soit 543 élus au niveau national. Ça veut dire que il ne suffit pas de... Il y a quand même 25 Est-ce que l'on constate Est-ce que l'on constate un certain reflet fidèle de la force des partis politiques au niveau du Parlement? Oui, oui, parce que quand même, les 25 partis qui partagent si vous voulez, les 25 partis qui partagent la Chambre des députés et les 14 partis qui partagent le Sénat, et vous allez voir qu'au niveau des forces, par exemple, consortium a 2 sénateurs et les 2 sont dans la gradance, et 2 sénateurs élus, un sénateur en fonction, et 2 députés, et Unité patriotique a 1 sénateur élu et 5 députés. Ça veut dire que les forces politiques, en fonction de leur région, partagent. Et si vous regardez par exemple AAA a 2 sénateurs dans l'Artibonite, 5 et 6 députés, et presque dans l'Artibonite. Ça veut dire les forces politiques régionales... Quelle est la position, par exemple, du PHTK? Le PHTK au niveau national, par rapport au fait que le PHTK avait l'argent, le PHTK avait le pouvoir, donc le PHTK arrive quand même en tête avec la majorité des élus. Mais si vous regardez aussi, PHTK, c'était une plateforme. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de groupes qui ont rejoint. Et par exemple, le cas par exemple, du sénateur Willow Joseph. Willow Joseph, c'est un Lavalas. Mais il lui fallait de l'argent pour aller aux élections. Willow a été avec PHTK. Et aujourd'hui, il se démarque un peu du PHTK. Ça veut dire qu'on a ce mouvement aussi qu'il faut reconnaître en Haïti. Je dois gagner les élections, j'ai une certaine popularité, j'ai une certaine force à un moment X, eh bien, je vais m'allier avec telle ou telle autre force politique. Regardez Est-ce que vous pensez, Mathias Pierre, qu'avec cet argent, les partis politiques ou encore nos partis politiques seront effectivement renforcés? Moi, je crois. Et mes souhaits, c'est que dans 10 ans, qu'il y ait 10 partis politiques réels, forts au niveau national. Et pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que le droit constitutionnel d'un groupe d'individus, ou encore de 20 individus, de se réunir pour faire un parti politique, c'est un droit constitutionnel. Il n'y a pas de balise. Toutefois, non, mais comment n'importe qui... Non, mais justement, ce que j'allais vous dire, comment maintenant je peux un beau petit matin me lever et penser pouvoir mettre sur pied un parti politique? La loi a 3 étapes. L'article 8 dit qu'il faut 20 personnes pour aller et demander une autorisation. Donc, soumettre un statut... Par rapport à 5 000 qui étaient exigés à... Non. 20 personnes, c'est pour l'autorisation. Le ministère vous donne l'autorisation d'aller vous structurer sur le terrain pour faire le parti politique. Pour avoir la reconnaissance légale, c'est là qu'il y avait les 5 000 personnes. L'article 17 de la loi dit qu'il faut avoir non seulement les dirigeants, ça veut dire avoir fait le congrès national, avoir les dirigeants élus, avoir des dirigeants dans toutes les régions du pays. Le comité a dû renforcer un petit peu pour demander au parti qui doit avoir la reconnaissance légale d'avoir au moins 4300 dirigeants à travers le pays, c'est un parti national. Avoir un local, avoir tout un ensemble d'exigences. Une fois que vous aviez tout ça, eh bien, vous aurez l'article 17 vous donne la reconnaissance légale. À partir de la reconnaissance légale, donc vous pouvez participer aux élections. Avoir l'autorisation ne vous donne pas droit de participer aux élections. La reconnaissance légale. Mais cette loi va un peu plus loin. Parce que ce que l'on a réalisé, c'est que l'article 22 de cette loi dit, comme 3e étape, une fois que vous avez accompli toutes les exigences de l'article 8 et 17, maintenant, il faut avoir un programme politique
les statuts, les congrès, etc., et tout ceci, pour être publié dans le journal Le Moniteur. Il n'y a même pas un parti politique, d'après moi, qui est déjà publié dans le journal Le Moniteur. Donc ça veut dire que, plus tard, la loi électorale... Vous êtes en train de nous dire, 30 ans après la chute de Duvalier, je ne crois pas tous les partis politiques, au total, plus de 200, vous avez dit tantôt, et ne sont pas dans le Moniteur. Non, il n'y a pas de... Aucun d'eux. Je ne crois pas. S'il y a peut-être un ou deux partis de publier dans le Moniteur, j'aurais aimé voir, mais nous recherchons, parce que c'est une exigence de la loi. Et vous nous diriez, non, mais vous nous diriez quoi par rapport à ces partis qui sont donc l'œuvre de certains présidents de la République? Il y avait la reconnaissance légale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que les partis font pour avoir la reconnaissance légale, vu qu'il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de systématisation, à ce moment-là, le parti écrit au ministre de la Justice pour lui dire, écoutez, je n'ai pas d'argent pour faire le congrès, je n'ai pas de l'argent pour avoir un local, donc en attendant, nous avons des dirigeants et sur une période de transition de 2 ans, donnez-nous encore 2 ans et le ministère leur donne la reconnaissance légale. Mais entre-temps, ces partis peuvent participer aux élections avec la reconnaissance légale. Maintenant, le rôle du CRIP sera de demander aux partis de fournir tous les documents d'exigence qui sont faits par la loi dans son article 8, l'article 17, et d'aller plus loin dans l'article 22 pour demander aux partis politiques d'avoir les résolutions des congrès, le statut approuvé par le congrès et pour le parti politique, parce que le statut du parti doit être approuvé par son congrès national, c'est dans les statuts des partis politiques, les locaux, les adresses des partis politiques, les dirigeants qui ont été élus dans les congrès, parce que la démocratie va régner aussi dans les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, je suis propriétaire d'un parti politique parce que c'est moi qui finance. Donc, je donne le local, je donne l'argent, je suis le propriétaire. À partir du moment qu'il y a l'argent public dans le parti, il faut des élections. Alors, vous comprenez pourquoi il faut la formation des membres. Vous voyez pourquoi des partis politiques refusent le financement du gouvernement? Parce que je ne peux plus être dirigeant à vie d'un parti politique. Ah bon? Je ne peux plus être... s'il y a démocratie, pour être dirigeant à vie, on doit voter pour moi à chaque fois qu'il y a un congrès national. Je dois aller dans les élections. Je dois faire campagne au niveau des départements. Donc la démocratie doit commencer à l'intérieur des partis politiques. Il y a quelque chose que j'ai dit au palais qui a dérangé beaucoup. Quand j'ai dit, ce n'est pas dans la rue qu'on forme les dirigeants de demain qui vont appeler à diriger le pays, c'est dans l'université des partis politiques. C'est à l'université des partis politiques qu'il faut apprendre à diriger. Parce que le parti politique qui va aussi recevoir l'argent de l'État doit rendre compte, la Cour supérieure des comptes doit rendre compte au ministère des Finances pour dire voilà ce qui a été fait avec l'argent. Mais avant, je ne voulais pas demeurer confus par rapport à ce que vous venez de dire. Vous n'entendez pas quoi, l'université des partis politiques? Parce que le parti politique est une université. Le parti politique prépare le dirigeant de demain. L'aspiration d'un dirigeant politique, c'est d'arriver au pouvoir. Mais il faut comprendre le pouvoir. Il faut savoir diriger. C'est le parti politique. Je dois être un simple membre pour devenir dirigeant dans une section communale, dirigeant dans une commune. Donc à ce moment-là, j'ai des responsabilités au niveau de la commune, dirigeant au niveau départemental et dirigeant au niveau national. Il y a un parcours pour être un dirigeant national de parti politique. Ça s'apprend au parti politique. Ça s'apprend dans les formations des membres, dans les formations des dirigeants, et même la pratique du consensus. Quel rapport avec la rue? Non, quand je dis la rue, demain matin, je commence à faire des manifestations, je commence à faire je suis émergé comme leader et je deviens chef. Donc là, quand vous parlez de mais je ne comprends pas les principes de base. Je ne comprends pas qu'il pour diriger, il faut consensus. Pour diriger, il faut dialoguer. Pour diriger, il faut s'asseoir avec les autres. Pour diriger, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un ensemble d'individus qui acceptent de concéder une partie de leur pouvoir pour me permettre d'être leur chef à un moment donné. Donc, c'est tout ceci qu'on apprend dans un parti politique. Et malheureusement pour nous, et depuis quelque temps, nous avons des dirigeants qui n'ont aucune expérience politique. En fait, c'est ce qu'on appelle l'expérience politique qui arrive au pouvoir. Moi, je dois vous dire que ces 2 dernières années, à travailler avec des hommes politiques à tous les niveaux, et m'ont permis de mieux comprendre le monde politique. Et mieux comprendre
l'importance de faire des consensus pour arriver à des solutions sans imposer aux autres, mais de permettre de converger, et je dirais, les autres vers une idée. Oui, j'ai une idée, j'ai quelque chose en tête, mais je dois pouvoir convaincre 15, 20 autres dirigeants à aller dans la même direction de moi. Donc, certaines fois... Est-ce que nous devons aussi comprendre, Mathias Pierre, que cet argent ne vise pas uniquement à renforcer les partis politiques en tant que tels, mais aussi à canaliser les partis vers ce qu'on pourrait appeler des partis organisés, vers une organisation des partis politiques pour qu'à l'avenir, au moins, on puisse, comme vous l'avez dit tantôt, compter sur 5 ou 6 ou 7 ou 8, 10 blocs politiques. Non, mais c'est ça quoi faire partie, des vraies institutions. Oui, mais maintenant, à ce niveau-là, est-ce que, en plus du renforcement, est-ce que vous avez prévu des balises? Des blocs, voilà. Et le problème des blocs ou des regroupements, et on a fait des recommandations, ça c'est au niveau des élections. Un parti est une institution. Maintenant, au niveau des élections, ce qu'on a dit, ce qu'on a recommandé, on a regardé ce qui s'est fait dans les dernières élections. On a eu 166 partis d'agréés, 107 partis ont envoyé des candidats. Les autres partis ont rejoint des autres groupes ou un parti fort pour aller aux élections. Eh bien, sauf que il y a eu des incitations et aujourd'hui, on demande qu'il y ait beaucoup plus d'incitations. C'est-à-dire, un parti qui s'inscrit au CEP seul peut recevoir 300 000 gouttes comme ça a été fait la dernière fois. Un parti qui s'inscrit à l'intérieur d'un regroupement, eh bien, va recevoir le double. Ça va pousser les partis politiques à se regrouper parce que la loi récompense le parti ou le regroupement par rapport à ses élus. Consortium est un regroupement. APLA est un regroupement. Vérité est un regroupement. Petite Dessalines est un regroupement. Aujourd'hui, ces regroupements commencent à s'asseoir ensemble pour définir des procédures pour pouvoir recevoir l'argent. Parce que ce n'est pas le parti qui est à l'intérieur du regroupement qui va recevoir l'argent, c'est le regroupement. Donc, une fois que les partis se regroupent pour aller aux élections, une fois que ces regroupements ont des élus, ils vont de toute façon rester ensemble parce que jusqu'à ce que peut-être ils développent des habitudes pour faire des fusions. On ne peut pas, on n'a rien légalement pour dire aux partis politiques qu'ils doivent se regrouper ou qu'ils doivent se fusionner. Par contre, on peut créer des incitations pour réduire le nombre de partis et pousser les partis. Et je pense que c'est ce qui se fait dans les autres pays. Alors, il y a un point important. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le financement va être fluctué au fur et à mesure que les partis gagnent des élections, ou bien est-ce que le financement est à vie? Non, le financement qui est là, dans ce rapport, est jusqu'aux prochaines élections de 2019. C'est-à-dire, il y a eu des consensus de trouver. Non, ça va être modifié chaque fois qu'il y a des élections. À chaque fois qu'il y a des élections, les résultats des élections changent les donnes. Donc, un parti doit pouvoir se préparer pour aller aux élections de 2019. Vous avez le plus d'élus, automatiquement, vous avez plus de financement en fonction de ce qui est prévu. Pourquoi? Parce que l'article 37, et 60% est entre les partis qui ont ou bien 10 parlementaires, ou bien 30 cartels de magistrats ou 30 cartels de CASEC, ou 5 parlementaires et 20 cartels de magistrats ou de CASEC. Donc vous avez 60%. Les 35% qui arrivent après, c'est au prorata de la quantité d'élus au Parlement, c'est 35%, et 5% au prorata par rapport aux quantités de femmes élues. Donc à chaque élection, les données changent, eh bien le financement est modifié aussi en fonction des résultats des élections. Maintenant, avant de terminer, cette entité-là dont vous avez recommandé la création, le CRIP, va remplacer le comité de suivi. Si on arrive à la mettre en place. Et va plus loin. Je pense que le président nous a promis, lorsqu'on a soumis la copie du rapport, de publier l'arrêté le plus rapidement possible pour la création du CRIP, parce que si le CRIP n'est pas créé, ce sera un des autres. Les partis vont recevoir de l'argent, il n'y aura pas de structuration réelle, il n'y aura pas de renforcement, ça veut dire que le problème va persister. Il nous a promis qu'il va sortir l'arrêté pour créer le CRIP, et le CRIP va avoir un conseil d'administration
3 représentants du pouvoir et 4 représentants de partis politiques, un directeur général et un ensemble de structures pour permettre de faire le travail au niveau du renforcement des partis politiques. Et certainement, cette entité aussi va aller un petit peu plus loin que le comité parce que cette entité va travailler sur les propositions de la loi d'amendement sur les partis politiques, va travailler aussi sur la loi électorale et je dirais la loi électorale permanente, vu qu'on devrait avoir un conseil électoral permanent pour résoudre l'ensemble des problèmes qu'on a. La loi existe déjà. Devons-nous comprendre aujourd'hui, Mathias Pierre, que le rôle qu'a joué Jovenel Moïse n'est qu'un rôle de facilitateur. Il n'a fait qu'implémenter les prescrits de la loi? Oui, parce que beaucoup... Ou encore il a seulement la volonté? Beaucoup d'hommes politiques à qui j'ai parlé, et surtout de gauche, m'ont dit que si j'étais président, je vous conseillerais de ne pas appliquer cette loi, parce que sous bain de l'argent, il y a et moi, parce que sous bain parti politique, l'argent, il a jeté pouvoir. Donc ça veut dire que Jovenel Moïse n'a pas de gain intérêt en tant que président? Non, je le lui ai dit. La première rencontre du comité avec le président, j'ai dit, écoutez, et je pense qu'on devrait être sûr que l'on ne va pas faire un travail qui ne va pas être appliqué. Parce que voilà les conseils qui m'ont été donnés par d'autres hommes politiques. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il m'a dit, il va appliquer la loi. Et je dois aussi reconnaître que son chef de cabinet, et M. Wilson Lalo, c'est quelqu'un qui croit aussi dans ce processus, qui a facilité ce processus. Certainement, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a des opposants en plein palais national. Hein, et il y a des opposants à tout ceci. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le président a promis que les financements, les chèques seraient disponibles. Et je pense que les responsables de l'État, je sais que d'après les conseillers à qui j'ai parlé au niveau du comité, et les chèques ont été approuvés par le ministère de la Planification. Le Premier ministre apparemment a donné son OK. Et le ministère des Finances. Et j'espère que M. Salomon va faire tout ce qu'il faut pour que les partis politiques aient les chèques, comme ça a été promis par le président, avant la droite. Ça pourrait passer maintenant de Petite Dessalines. Je me tourne sur la question ça. Petite Dessalines, Lavalas, chèque paye aussi tout? Non, tous les partis qui sont là, les 58 partis politiques vont avoir leur chèque et on va les informer à travers leurs représentants. Et ils disent pas prendre comme là, ça peut passer comme bon, on va voir. Mais c'est pas... Est-ce qu'on peut Non, est-ce qu'on peut aller avec eux? Est-ce qu'on parle avec... Je te dis pourquoi je ne veux pas commenter sur Petite Dessalines. Non, je militais avec Moïse. Moi, je connais déjà. Et je n'ai pas le droit de faire des commentaires sur le cas de Petite Dessalines. Tout le monde est au courant de cela. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va prendre un chèque là, vous? Et donc, je ne suis pas celui qui est mandaté. Et jusqu'à présent, pour les élections, il y a le père Charles Homogène qui est mandaté pour recevoir les chèques pour Petite Dessalines. C'était son trésorier. J'ai vu récemment un document qui est en publication où c'est son secrétaire général adjoint, Franz Perpillan, et qui apparemment essaie de parler à Franz Perpillan. Il vous dira 1,4 million de gouttes par mois, soit 17 millions de gouttes. Pour Petite Dessalines. Pour renforcer. Et Lavalas maintenant? Lavalas, c'est 2 millions de gouttes. Est-ce que vous avez une garantie qu'il y a pour ce chèque? Bon, je ne peux pas savoir non plus, mais au moins un député m'a appelé et je lui ai dit voilà le montant et je lui ai envoyé une copie du rapport. Très bien. Maintenant, en qui point ça rapidement m'abordons le dossier avec vous, dossier corruption. On a seulement 2 minutes. Le débat en cours actuellement. Bon, moi, je crois que le président Ngomba pour le faire. Et la corruption n'est pas une affaire du président de la République. La corruption sont mal qu'a pour un GPIA depuis 200 ans. Et moi-même, le problème que j'ai avec le rapport Petro-Caribéa, c'est que le rapport a attaqué un paquet de classe moyenne qui est ancien chef, ancien ministre pareil, qui était au pouvoir hier, qui est au pouvoir demain, et puis il a boumé, on a clotte. Le rapport 2004 là, le rapport 2004 Paul Denis, il a fait même bagarre, il parle quel côté. Je veux dire, moi, que le problème de corruption est important, et il est sérieux. Les vrais bénéficiaires de la corruption depuis 200 ans, ils ne vont jamais m'attaquer, ils ont paisiblement, ils ont joué comme personne ne va me parler de eux. Recevoir les grands contrats, gré à gré, des millions de dollars, des compagnies qui ont à peu près 300 millions, 200 millions dans le cadre de rapport. Pas me donner non. Je veux dire, moi, que le président doit prendre responsabilité et ULCC, la Cour supérieure des comptes, des personnalités qui ont des capacités dans ce pays pour mettre en place une commission vérité, une commission qui pour aller à regarder les cas de corruption dans le pays ici, son pays qui est corrompu même dans le nom, même dans le sang,
Je pense qu'il faut que mettre en commission vérité pour regarder question. Est-ce qu'on pour une commission indépendante qui pas formée d'étrangers, par exemple? Non, les Haïtiens. Il y a des Haïtiens capables. Et écoutez, vous regardez la question des élections en 2015. Et M. François Benoît, une fois arrivé à la tête de la commission, a donné un travail qui nous a permis d'avoir des élections aujourd'hui. Il y a des Haïtiens capables, il y a des Haïtiens responsables qui, même blanc, un pile là d'ailleurs corrompu. Là, on a des pile ONG qui viennent là, la corruption qui vient faite. Les gars détournent un corps même genre. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas blanc qui vient résoudre le problème. Non, alors, je dis, non, ça fait question que me pose là et Mathias Pierre, c'est parce que tout le monde dit que le rapport est plus politique que le rapport objectif. Yeah. Ok, d'ailleurs, le président l'a dit aussi, en France, elle fait allusion à instruments politiques, aux outils politiques. Moi, qui suis président, je ne vais pas dire. Je vais quitter l'autre monde, je ne vais pas dire parce que je suis en l'air. Je ne vais pas dire si je suis président. Toutefois, au-dessus de la mêlée. Le rapport est politique parce que y a une commission dans le Parlement qui a 2 groupes de sénateurs. 3 de l'opposition, 2 du pouvoir. 3 signent. Ça veut dire 3 de l'opposition signent, l'autre 2 n'a pas signé. D'un côté, 2 jouent un consensus pour que tout parti politique, pour tout représentant signe. 2, rapport à Assemblée à pas voter. Assemblée à théoriquement, à marron pas fin d'accord avec lui. Ça veut dire que l'Assemblée n'a pas besoin de voter rapport. Et à venir d'abord. Donc, rapport à, ils ont un travail public, et c'est ça fait que sortir le public, ils font un travail au niveau du public avec lui. Mais rapport, pas bien qu'une force légale. Maintenant, il y a un avocat qui analyse, etc. Même pas là. Mais ils font un travail important. C'est qu'il dit, mais ça gagne à faire corruption. Regardez 1,7 milliard de dollars qui baillent dans le rapport ça. Regardez le volume de contrats gré à gré qui baillent dans le rapport ça. Regardez la liste des bénéficiaires de ces contrats. Pour qui ça appelle d'offre pas de fait? Pour qui ça baille pas de fait, j'ai pour été fait. Il y a avec contrat 59 millions, il y a avec contrat 60 millions, il y a avec contrat 70 millions. Pour qui ça contrat ça est obligé gré à gré? Qui système qui te met en place? Pour qui ça évacue l'État, à savoir Cour supérieure des comptes, à savoir la Commission nationale des marchés publics, à savoir tout système l'État, nous évacuons pour nous bailler des contrats. Et je vous dis, moi, que la nation demande de connaître la vérité sur la corruption, même sur les 30 dernières années. Et vous préconisez la mise en place d'une commission de vérité. Commission indépendante de vérité, c'est ça, président. Qui t'a inspiré le rapport parlementaire ou bien mettre le rapport de côté? Qui prend tout le rapport 2004, Paul Denis, qui prend le rapport parlementaire, qui prend tout l'autre cas de corruption. Parce que, pas oublier que le rapport de la commission couvre les fonds pétro-caribés. Pour qui ça d'après plusieurs autres gros dossiers. Pour qui ça d'après même, il n'y a pas jamais fait allusion, il n'y a pas jamais parlé de rapport Paul Denis? Bon, politique. Ça dépend de qui est-ce qui est au pouvoir. Il y a un tiroir, il y a besoin d'attaquer un aigle. Pendant l'élection, il y a des candidats qui ont besoin d'attaquer dans la donne, et puis il y a un tiroir, et puis il y a fourré sur table là. Sous période de la mort, là, sous une époque, il y a râlé, et puis il y a sous table pour attaquer des candidats. Ça veut dire que rapport ça veut dire qu'ils utilisent et ils toujours un tiroir pour aller pour chasser, pour faire chasse aux sorcières. Des éléments de la classe moyenne contre les éléments de la classe moyenne, tandis que les vrais bénéficiaires, qui ont un vrai cob là dans la main, ils ont posé. Ils chita la caillou et puis il a continué et jouer un contrat sous le même principe, jouer un contrat sous le même formule et puis le pays avance et la pauvreté continue. Parce que quand même, la corruption fait un mal à pays. Il rend nous plus pauvres, il rend nous moins crédibles, il fait nous laides. Parce que les Haïtiens, ils laides, ils sont volés, ils sont corruption. Ça veut dire que politique là, tout n'est pas envie marron parce que depuis où il fait la donne, corruption par l'envahir, non pour le citer, photo pour dans la rue. Ça veut dire que, eh bien, au fur et à mesure, on a dénigré les gens qui sont capables, et bien les incapables occupent les espaces, et puis le pays n'a pas prendre, le pays a devenu plus pauvre, les gens plus mourir, et je pense que je vous dis, nous gagnons pour agir comme ça. Merci beaucoup, j'espère. C'est un plaisir pour moi d'avoir. Passons bonne comme d'habitude. Et à bientôt. Et joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité aujourd'hui, Mathias Pierre, du comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.